Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui avec nous une spécialiste de la pratique de la vitalité chinoise que vous connaissez peut-être, Marie-Pierre Dillenseger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Olivia. Vous allez bien? Oui, ravie d'être présente. Moi aussi, je suis ravie de présenter et surtout d'échanger quelques moments avec vous. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, il y en a peut-être quelques-unes, je voulais juste vous présenter en quelques mots. Alors, tout d'abord, vous êtes passionné par tout ce qui est pratique et vitalité chinoise. Puisque enfant, vous avez eu recours à l'acupuncture qui vous a peut-être ouvert les yeux sur le monde de l'énergie. Vous vous êtes ensuite spécialisé dans tout ce qui est feng shui, l'astrologie chinoise, le qigong, le hiking, la nourriture, tout ce qui est l'alimentation énergétique, et également d'ailleurs aussi pour aider à la procréation. C'est tout dans le désordre, mais ça doit correspondre un petit peu aux pratiques. J'en ai probablement oublié certaines. Alors, je ne sais pas si on peut parler de désordre dès lors que ça fonctionne ensemble. Hein. Et non, j'ai rien à dire. Bon. Et ensuite, j'oublie l'essentiel. L'auteur, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Le premier que vous allez peut-être montrer à l'écran, La Voie du Feng Shui. Le premier qui vient de ressortir, mais en fait, je n'ai pas la dernière version. C'était sa version originale en 2016. La Voie du Feng Shui. Ensuite, Oser s'accomplir. Ouais. Le troisième. Ça a été, je pense, Debout. Oui, exactement. Après, je voulais absolument rendre les choses encore plus pratiques. Donc, il y a eu le coffret, l'alignement, oui. En fait. Hein. Tous les ouvrages sont connectés. Il y a vraiment un parcours qui les relie, enfin pour ceux qui souhaitent cheminer. Et puis le dernier. Oui, qui est un peu le but de notre interview aujourd'hui, quoique. Ok, le feu intérieur. Hein. D'accord, qui est très bien fait aussi. Tous vos livres vont avoir un peu le même noyau, qui est un peu la base, les piliers de votre travail, de votre passion. Parmi les noyaux, il y a, à mon avis, le point de départ qui est la vitalité. Qui est l'énergie vitale, qui est la base et de tous les arts énergétiques chinois, que l'on parle du lieu, que l'on parle du temps, que l'on parle de la personne qui est centrale. L'objectif est toujours d'accompagner, de renforcer l'énergie de la personne. Donc, c'est la base. Parce que la vitalité, si vous deviez donner une définition de ce terme-là, est le carburant d'un corps, qu'il soit physique ou émotionnel. La vitalité, donc, est la traduction que je prends pour le terme de qi, donc d'énergie vitale. La vitalité est tout ce qui manifeste les forces de vie en nous. Donc, le lieu, le moment, l'activité peuvent être des alliés de ce renforcement et de ce déploiement, ou au contraire des freins, des obstacles. Oui, d'ailleurs, vous donnez dans tous vos livres, alors justement, je ne l'ai pas dit, on va sauter du coq à l'âne assez souvent, c'est que vous donnez toujours beaucoup d'exemples pratiques. Donc vous expliquez de façon très imagée, chaque image résonne énormément, donc j'étais très sensible à votre façon d'écrire et surtout d'expliquer. On voit vraiment que vous êtes très carré, très cartésienne, très claire, vous avez un plan. Je me suis vraiment laissée porter dans chaque livre, dans chaque ouvrage, je vous suis main dans la main et vous avez énormément d'exercices pratiques. Mais je vais revenir là-dessus, éventuellement je peux le dire maintenant. Il y a énormément de livres sur le développement personnel, sur plein de sujets, dans lesquels parfois les exercices sont plutôt spirituels, dans le mental, dans le théorique. Et vous, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est du concret. Vous parlez souvent d'enracinement, de dire le moment présent, c'est maintenant. Et ça, j'ai énormément aimé cela. Même juste tenir un petit caillou dans la main. Il y a plein de petits détails, plein de petites choses.
D'abord, merci, hein, vous me touchez. Je pense que mes ouvrages qui ont démarré à un moment donné où j'étais quand même déjà très engagée depuis de nombreuses années dans une pratique d'accompagnement, ont aussi bénéficié de ma passion de transmission, Ça se voit. de ma soif de connexion avec un public plus large que ceux et celles qui sont uniquement, qui me rencontrent par le biais des consultations, mais aussi par ma pratique pendant des années d'enseignement, de transmission de certaines de ces disciplines. Et donc, dans ce mode la pensée chinoise énergétique est pragmatique. Elle n'est pas qu'intellectuelle. Et donc, pour moi, justement, ça c'est ma pratique d'accompagnement, il ne suffit pas de comprendre. Il ne suffit pas d'identifier l'origine d'un frein émotionnel, psychologique, professionnel. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire reprendre souvent le fil du mouvement. Hein. Donc là, les exercices, il n'y en a pas un qui n'est pas, ou les exemples qui n'ont pas été testés, pratiqués, tous les exemples sont réels. Je pense qu'ils servent de pont entre l'idée et la mise en œuvre. C'est à ça qu'ils servent. Et comme il y en a une palette très large, chacun va pouvoir piocher l'exercice qui vous correspond le plus. Oui. Merci en tout cas. Hein, je vous en prie. Vous parliez tout à l'heure de vitalité, de cette essence vitale qui est essentielle. Alors, celle-ci va conduire, puisqu'en fait, vous aviez un jour évoqué dans un des livres le fait de se lever le matin. Donc, il y a des personnes qui ont la vitalité, cette énergie, cet élan, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. On l'a tous, mais pour certains d'entre nous, ou pour nous tous à des moments particuliers de notre vie, cette force de vie qui aussi se manifeste par de la joie dans ce que l'on fait, est en dormance ou en jachère. Et je ne crois pas à l'idée que certains d'entre nous soient vraiment des privilégiés de la vitalité, parce que je la compare à un muscle qui se travaille, qui se nourrit, qui mérite notre attention. Et je constate souvent, vraiment, on va dire je revendique, mais bon, moi je ne suis pas une revendiqueuse, hein, mais je pose sur la table l'intérêt qu'il y a de prendre au sérieux notre responsabilité d'alimenter la vitalité. Donc, je prends un exemple qui est que nous savons ce que peut être le fait de se lever avec enthousiasme un matin. Chez certaines personnes qui ne seraient pas du matin, there's no blame, comme on dit en anglais. C'est pas grave si c'est pas le matin. Ça va être l'idée de pouvoir, et la réalité de pouvoir se lever de son fauteuil ou de sa chaise ou l'énergie pour passer le coup de fil d'après. Hein. Donc, c'est juste une image. Pour moi, ceux qui se lèvent facilement le matin ne sont pas mieux que ceux qui se couchent tardivement le soir. En fait. Bien sûr, chacun son rythme. Ouais. Il faut le trouver, c'est ça la question. Oui. Il faut le trouver, l'identifier, l'accepter, le cultiver. Ce qui nous amène à l'alignement, quelque part. Être bien aligné avec soi-même, avec non seulement ses désirs, sa fameuse boîte à outils, j'aimais beaucoup cette image aussi, ses talents. La question de l'alignement. Alors, donc moi, il y a aussi une fascination, un intérêt pour les arts martiaux. Hein, donc moi, je ne suis pas praticienne d'arts martiaux, etc. Mais il y a vraiment une fascination pour cette approche. Et on y constate, d'ailleurs, Oser s'accomplir a été construit autour de 12 étapes. Exactement. Qui sont plutôt empruntées aux arts martiaux. Hein. Donc, l'étape première est toujours la cohérence. Se mettre en cohérence avec soi, aussi en tenant compte de l'objectif envisagé. Mais tout de suite après, et là je recule d'un pas, hein, tout de suite après, la question suivante, c'est comment m'aligner avec ce que je suis, tout en étant en visée de l'objectif que je souhaite.
Donc pour moi, la question de l'alignement, qui n'est pas d'être droit contre un mur ou droit par rapport aux injonctions du monde extérieur, c'est extrêmement personnel et c'est un pont qui passe aussi par notre corps entre ce que nous sommes et les responsabilités que nous avons de déployer dans le monde réel ce que nous avons à y faire. Donc effectivement, la question de l'alignement est importante. Et bien souvent aussi, par exemple, si on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Lorsque nous sommes dans une situation d'inertie, d'abord, souvent, nous sommes assis plus que debout, Oui. ou les épaules un peu baissées, ou quand il y a des freins, de pratiquer simplement une respiration ample qui va nous oxygéner, qui va redresser les épaules, sans même se prendre la tête sur ce que nous n'avons pas encore fait et ce qui est à faire, est un moyen de préparer l'avancée vers des solutions que nous ne voyons pas encore. Donc, je conseille aussi quand tout bloque, de ne pas hésiter à se lever, de faire le tour du pâté de maison. Alors que justement, à ce moment-là, on ne veut pas se lever, on a du mal à le faire. Ça peut être de se lever et de simplement ouvrir une fenêtre, de respirer un coup. L'univers va nous faire un clin d'œil. Bon, alors, et on avance. Oui, justement. Donc, puisque vous évoquez l'univers, je voulais venir sur l'univers après, mais ce n'est pas grave. Vous l'évoquez souvent. Dans le dernier livre, par exemple, c'est souvent l'univers en prendra compte, l'univers vous le rendra, l'univers. Voilà, vous avez des petites phrases toujours comme ça. Donc, quel est votre par rapport à l'univers? L'univers, c'est déjà le premier point de réponse. Merci pour cette question. L'univers, c'est ce qui n'est pas moi. Oui. Ce qui dépasse la bulle dans laquelle j'ai tendance à m'enfermer. Mes problèmes, mes soucis. Donc, l'univers, on pourrait dire que c'est, alors ça va être très chinois, l'environnement spatio-temporel, les lieux dans lesquels nous sommes, le moment dans lequel l'obstacle survient. C'est finalement, si on veut faire très simple, ce qui est plus grand que nous, qui ne peut pas se réduire au contexte simplement matériel qui nous entoure. Et dans certaines cultures, on pourrait dire, c'est le ciel. Mais dans le ciel chinois, il n'y a pas de Dieu. Donc, ce sont des forces plus grandes que nous, avec lesquelles nous interagissons tout le temps. On peut dire que par moment, je crois que j'ai une confiance, qu'est-ce qu'on va dire, indécrottable. J'ai une confiance avérée dans la capacité d'avancer vers de bonnes surprises. Oui. C'est-à-dire que j'ouvre le champ en refusant d'être enfermée dans une pensée très occidentale linéaire où la suite ne serait définie que par les actes que j'ai déjà faits ou pas faits. Exactement, j'allais en venir là-dessus. Oui. Il y a sans arrêt des lancers de dés. Donc, le chant d'un oiseau entendu, à un moment donné où j'aurais tendance à baisser la tête, nourrit, me rappelle à la vie et nourrit ensuite mon pas supplémentaire. Oui, parce que pour cela, il faut avoir les yeux, les oreilles ouverts pour voir les signes, les capter, les comprendre. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde, mais vous avez eu la vie un petit peu… C'est faisable par tout le monde et on a besoin du corps. Vous venez de dire les yeux, les oreilles. Et donc, trop souvent, dans un bouquin, je parlais du fait que nous avons les pieds enfermés dans la tête. Nous gambergeons. Nous allons… Nous tournons en rond dans notre tête. Donc, un bon moyen de calmer le jeu, les Chinois diraient de baisser le niveau du feu dans la tête, ça chauffe trop dans la tête, c'est d'aller faire un petit tour. Oui, ça change aussi la vision du problème, si problème il y a. Ça nous permet de nous repositionner et de voir les choses différemment. Ça permet, comme en arts martiaux, de prendre du recul. Prendre du recul.
nous avons une grande qualité qui est aussi un défaut en tant qu'humain, je pense, c'est cette capacité de réaction rapide. Et notre culture, en tout cas la culture dans laquelle j'ai été élevée, ne valorise pas la fuite, ne valorise pas le fait de reculer justement. Or, bien souvent, le recul est l'occasion de reprendre son esprit, de réévaluer la situation et puis de ne pas se faire avoir par une nécessité constante de réponse à des sollicitations qui finalement, avec le recul, peuvent tout à fait ne pas nous concerner. Je parle dans le dernier livre de ce que, vous savez, quand on rencontre des critiques, quand on peut être blessé, moi je finis par penser que la méchanceté qui existe est parfois le signe d'un vrai malaise chez l'autre. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas pour ça que je vais l'accueillir, mais de réagir trop vite à quelqu'un qui cherche à vous blesser, c'est partir en surenchère, bien souvent inutile, et ça résout rien. Quand vous avez parlé tout à l'heure de recul et autres, justement, donc c'était une belle transition pour parler du temps. Je suis toujours assez surprise par la façon dont vous présentez le temps qui, chez nous, en Occident, est plutôt je n'ai jamais assez le temps, je cours après le temps. Et finalement, par rapport à vos pratiques, le temps est un allié. Le temps n'est pas un obstacle, n'est pas un frein. On peut l'utiliser autrement. Le temps fait partie de l'univers. Le temps est une force dans ce mode de pensée qui n'est en tout cas pas une force agissante, une force qui mérite notre regard, qui mérite d'être prise en compte, et pas du tout en anglais on dirait a commodity, c'est pas du tout un truc qui se consomme. C'est une énergie qui éventuellement nous accompagne. Et parce que dans ce mode de pensée, alors le temps est vu de manière linéaire, il y a un cycle de 60 années, chaque année a des caractéristiques énergétiques qui vont interagir avec qui nous sommes. Donc, le temps est beaucoup plus vu comme d'abord un facteur avec lequel nous pouvons compter. Il a sa personnalité, il n'est pas consommable. Et ça mérite, c'est pas facile à entendre. Je vais par exemple prendre, je ne sais même pas si prendre un exemple, mais la grande année 2020 où la pandémie s'est imposée à nous était considérée dans ce mode de lecture comme une grande année de remue-ménage maximum. Il n'y avait pas de stabilité dans l'année. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde s'est cassé la figure à ce moment-là, mais cela veut dire que ceux qui continuent à voir le temps comme étant juste des numéros successifs qu'on consomme jour après jour ont beaucoup plus de risques de se faire prendre de court lorsque l'on cherche à faire quelque chose par un moment qui n'est pas en synergie avec ce que l'on cherche à faire. Et toutes ces techniques, arts martiaux, médecine traditionnelle chinoise, pharmacopée, sont des techniques qui cherchent l'équilibre optimal entre une personne, son action, son intention, son énergie et la réalité. Oui, le lieu et le moment. Le lieu et le moment. Donc, on est sans arrêt à faire des ajustements. Exactement. Et donc, pour nous qui pensons que nous ne sommes pas limités par le moment, que le lieu compte, on sait bien que le lieu compte puisqu'on a cette expression de faire les choses au bon moment, au bon endroit, mais on n'a pas les clés pour trouver le bon moment et le bon endroit. Sauf quoi? Sauf la chance. Et or, moi, ma pratique, je pense qu'elle crée, moi, ce qui me passionne, c'est éventuellement de créer des coïncidences qui n'en sont pas. Et c'est utile. Oui, parce que je crois que vous avez beaucoup de synchronicité, de coïncidences, de signes qui vous sont arrivés, justement.
mais qui arrivent à tout le monde. La question, c'est de les voir. Je pensais, par exemple, au fameux titre du livre en question. Ah ouais, le titre. Je ne sais pas si vous voulez en parler deux mots, parce que je trouve que c'est un superbe message de l'univers, justement, parlant de l'univers. Alors donc effectivement, donc ce livre qui s'appelle « Oser s'accomplir », le titre que je souhaitais était « Oser s'incarner ». Et donc il est sorti, je pense, en 2019, à un moment donné où le retour était au niveau dans l'équipe éditoriale, s'incarner, on ne sait pas trop quand même que c'est trop religieux, ou on peut penser, alors il m'a même été dit, on peut penser même à un ongle incarné, etc. Il ne faut pas le mettre. Enfin bon, donc j'ai accepté. Contrainte et forcée. Contrainte, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ok, le moment n'est pas encore le bon, donc j'ai accepté. Donc pour moi, j'ai reculé. J'ai reculé tout en me disant, c'est quand même d'incarnation qu'il s'agit. Bon. Et lorsque les ouvrages et donc tout a été changé, et lorsque j'ai eu l'ouvrage entre les mains, forcément je l'ai retourné, et en fait, d'ailleurs je l'ai là, puisque c'est ceux et celles qui l'ont acheté au début. Oui, je l'ai aussi. La version qui s'appelle bien « Oser s'incarner ». Regardez ce qu'il y a au dos. Oui. Non, il s'appelle « Oser s'accomplir ». Oui. Au dos, oui, il y a « Oser s'incarner ». Le titre d'origine, le titre que vous vouliez. Voilà, donc ça a échappé à toutes les relectures. Au jour d'aujourd'hui, si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez « Oser s'accomplir » devant, « Oser s'accomplir » derrière. Ça a été rectifié. Mais là, c'est quoi ça? C'est un clin d'œil de l'univers qui m'a réjoui. Oui. Qui m'a réjoui. Bon, et le bouquin d'après, « Debout, la force de s'incarner », là, on l'a eu en sous-titre, en première page. Hein? Alors, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut dire c'est juste, c'est une erreur, hein? Une erreur d'inattention? C'est non, c'est un signe, c'est un clin d'œil. C'est un petit coup de pouce. Un coup de pouce que personne n'a pu expliquer et qui, moi, m'a rendue joyeuse. Je revenais sur le temps parce qu'il y a eu dans votre nouveau livre, donc Le feu intérieur. Le feu intérieur, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? On revient sur la vitalité? Et le feu intérieur, c'est la force de vie avec laquelle, vous voyez, je pars de mon ventre et je monte. C'est la force vitale avec laquelle nous naissons tous. Et intérieur est important parce que elle vient de l'intérieur. Elle n'est pas ce qui nous est donné par l'opération de je ne sais quelle bienveillance d'un voisin ou d'un collègue. C'est quelque chose que nous portons tous. Je ne le répéterai pas suffisamment. Hein. Et le feu, dans la pensée chinoise, dans les 5 éléments, c'est l'élément le plus volatile. Il a à voir avec le visible et l'invisible, la lumière, le rayonnement. Hein. Mon objectif, c'est de passer quelques informations, quelques pratiques qui nous permettent de déployer qui nous sommes. Et le signe du déploiement, c'est le rayonnement, c'est la joie. Tout à l'heure, vous avez dit intérieur, donc nous l'avons tous. Oui. Cela, est-ce que ça a un rapport avec le lien intergénérationnel, par exemple, qui peut plus ou moins allumer ou éteindre le petit feu en question? Alors, moi, je pense que tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes encore dans cette vie-ci, il n'est jamais éteint. C'est comme éventuellement des cendres rouges, encore fumantes. Peuvent être réveillées. Nous ne sommes qu'un point T, qu'un maillon d'une chaîne de vie qui a démarré bien longtemps avant nous. Et je disais l'autre jour, nous sommes déjà les aïeux de générations à venir. Futur. Donc, nous sommes à l'intersection de vies qui nous ont précédés, dont nous portons de l'ADN, dont nous portons des mémoires, des fois lourdes, des fois plus joyeuses. Et nous sommes aussi au début d'une série à venir envers laquelle nous avons une responsabilité. Bien sûr, de transmission. Donc, il y a bien des informations de l'ADN, de la vie, et puis aussi parfois même des valises un peu mortifères qui nous sont transmises. Et je reviens sur le terme de responsabilité. C'est à nous
D'abord, d'être en alignement avec nos propres forces de vie qui font que peut-être nous n'avons pas à reprendre une entreprise familiale alors que les 3 générations d'avant nous le demandent, que les personnes soient en vie ou pas, hein. Mais une fois qu'on fait ce travail de mise en cohérence, nous avons à repérer ceux et celles dans la lignée, à la chinoise on dirait la lignée, la dynastie, avec lesquels nous sommes en résonance. Pour moi, les objets qui nous entourent et qui viennent de nos familles précédentes ne nous arrivent pas que par hasard, même si c'est nous qui avons choisi tel service ou juste un stylo parce qu'il n'y avait rien d'autre à prendre. Ils sont connectés, ces objets, à ceux et celles qui sont importants pour nous. Mais je vais le dire autrement, on prend le problème dans l'autre sens. C'est même pas un problème, on prend la situation dans l'autre sens. Ceux et celles qui, là où ils ou elles sont, continuent à nous accompagner sur notre chemin. Cette tasse, à qui était-elle avant moi? Si je choisis de l'utiliser dans mon quotidien, ou un bijou, je rentre en fait en lien avec ceux et celles qui ont encore aujourd'hui de l'énergie à me donner. En voyant le problème d'un autre sens, je dirais parfois on peut être aussi envahi par des objets qu'on n'a pas forcément choisi de récupérer, qui ont une énergie, effectivement, oui, par rapport aux anciennes personnes ou la génération. Qui peut être très lourde, voilà. Qui peut être très pénible. Donc là, il faut avoir le courage, vous en parlez, je crois, dans le livre, de pouvoir, entre guillemets, se débarrasser. Vendre, donner, jeter. Le courage, ou le courage parce que non, je ne veux pas telle chose, enfin bon, on peut s'opposer, mais je dirais le courage, c'est quoi l'alternative à cette nécessité de poser des actes? C'est de se laisser envahir. Envahir, c'est que notre propre énergie vitale étouffe parce que les meubles nous rappellent je ne sais quoi d'avant. Donc, en fait, c'est pour ça que je considère notre vie comme une enquête en cours d'élucidation. Wow. Absolument, c'est-à-dire que bon, c'est ma manière de voir les choses, hein, que j'essaye de rassembler en mots qui sont partageables. Si nous voyons les choses comme ça, ben oui, il y a des épreuves successives. Pourquoi certaines se retrouvent avec une maison entière à remettre dans leurs 3 pièces, parce que trop de mobilier, ou d'autres se retrouvent avec rien qui vient du côté paternel ou familial. Donc là, on peut le prendre comme une grande difficulté, une grande souffrance, une grande perte, ou se dire, tiens, on m'a rien laissé, peut-être que la voie m'est plus ouverte. Ou on m'a laissé beaucoup de choses, il doit y avoir dans ce qui m'a laissé 2, 3 choses qui vraiment me concernent vraiment. Allons faire le tri. Alors, la difficulté, c'est sous-entendu, je pense, vous ne m'avez pas posé la question, c'est que, mais parce que je pense qu'elle est là, c'est que de s'incarner, de s'accomplir, de se mettre debout, oui. Tout est lié, de s'aligner avec son feu intérieur, l'alignement. 1, ça prend du temps. 2, c'est parfois du boulot. 3, cela va nous mettre en situation de rencontrer des personnes dont l'intérêt propre n'est pas que nous allions au bout de ce travail. Puisque je pose la responsabilité de nourrir nous-mêmes notre feu intérieur, notre énergie vitale, il n'y a pas le choix, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Et je rebondis sur une des choses dont on parlait tout à l'heure. Ça nous oblige aussi, ou ça nous pousse plutôt, parce qu'il n'y a pas un terme d'obligation, ça nous pousse aussi à dire non, à savoir dire non. Et vous en parlez très bien dans le nouveau livre dans lequel vous dites à un moment donné, voilà, le oui à contre-cœur paraît souvent plus facile qu'un non hésitant, mais il englue durablement. Absolument. Et là, vous mettez le doigt d'ailleurs sur
le seul exercice dans mes ouvrages qui est emprunté à quelqu'un, je cite, c'était un docteur qui m'a soigné quand j'avais à peine 20 ans, c'est elle qui m'a proposé cet exercice de dire non à tout le monde et à tout pendant une semaine. Donc l'exercice est infernal, difficile à faire. Alors je donne des techniques pour, on peut dire qu'on a fait un pari, qu'on veut le tenir, ou on peut dire non. Puis après, on dit oui, passe-moi le sel. Non, ah mais je rigole. Mais on le fait quand même. Vraiment oui. se mettre en situation. Tous les autres exercices sont absolument sortis de ma pratique, de mes tentatives de rendre les choses palpables et utiles. Et en fait, oui, pour aller vers soi, on a à passer par des cases où il faut poser non. Le non. Alors, on nous apprend plus la docilité à des injonctions extérieures. Est-ce que j'ai une parade pour réussir à être soi-même sans avoir besoin de dire non? Je ne l'ai pas, parce qu'on est dans une vie où la capacité à dire non est un rite d'initiation, c'est un rite de passage. C'est difficile, oui. Ça peut créer des conflits, absolument. En même temps, le conflit que je préfère, c'est celui qui met à distance des demandes indues ou déconnantes, limitantes pour moi, au profit du dire oui à qui je suis. Et puis, ce qui est extraordinaire, je le dis là quand même pour motiver les personnes éventuellement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on pose un non sonné que c'est le plus dur. Oui. Et bien souvent, alors pas toujours, je ne veux pas exagérer, mais ça devient toujours facile. 2, ceux et celles qui chercheraient à nous enfermer dans une situation que moi je peux appeler de type mortifère, finissent assez vite par se décourager quand l'énergie avec laquelle vous posez votre non est vraiment en alignement avec l'intérieur, quand c'est votre voix qui sort. Et c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte que dans un certain nombre de cas, vous dites non, il ne se passe rien de grave. Exactement. Oui, et puis on est soulagé, on se sent léger, il y a une satisfaction, il y a un bonheur, il y a, oui, il y a quelque chose de, on le vit de façon. Vous gagnez du temps, quoi. Vous allez vous retrouver avec votre après-midi libre au lieu de la passer à quelque chose qui, bref, hein. Mais et l'idée n'est pas d'y aller en mode réel, c'est un exercice. Donc il fait la mise en jambe. Puis après. Après, ça se fait tout seul. Non, enfin, moi, il m'arrive. Oui, non, des fois, moi, je veux dire, il faut aussi savoir que tous les exercices, je les pratique. Je veux dire, il m'arrive même de réouvrir mes bouquins en me disant, tiens, ou de sortir les cartes, là, justement, dans le coffret avec l'alignement, parce que tant qu'on est en vie, je veux dire, c'est infini. La vie va continuer à nous taquiner. Après, on peut se dire, tiens, là, il y a peut-être encore quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur ce sujet. La vie me resserre un exercice. Au lieu de me dire, oh, c'est une malédiction, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? La probabilité que l'issue d'une situation soit toujours négative, c'est pas possible. Si on s'intéresse aux probabilités, c'est pas possible. Or, par souffrance, par douleur, par peur aussi, tout simplement. Aussi par manque d'accompagnement. Souvent encore, on dit à un enfant, il ne faut pas pleurer. Les colères, c'est forcément, il ne faut pas se mettre en colère. Mais le nombre de fois où la colère est légitime, elle dérange. La colère, c'est souvent ce qui permet enfin d'exprimer une injustice qui a duré. Alors moi, je vais vous laisser parce que j'ai une consultation qui va démarrer. Vous êtes super et je vous remercie. Allez, là, je vous laisse vous décompresser un petit peu, prendre un petit café, faire votre petit tour avant de recevoir. Je vous propose maintenant de nous retrouver pour la suite et la fin de cette interview dans la deuxième partie.